Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Voilà, tout le monde voulait croire que je pouvais aller la chercher cette médaille, même si j'étais pas attendue. Je l'ai compris après, mais sur le coup, je me suis dit, mais comment ça, à 2 secondes, mais comment l'Anglaise est derrière moi, mais qu'est-ce qu'elle a eu? En fait, moi, c'est un peu ma manière de penser qui n'est pas la bonne manière, c'est qu'à chaque fois, au lieu de me dire, moi, j'ai fait un super truc, je vais me dire, mais qu'est-ce que l'autre a fait de mal pour faire que je sois devant. C'est ma manière de penser un peu négative, que je me dis, en fait, j'ai presque le sentiment de lui avoir volé sa médaille. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport est une histoire de famille. C'est ancré dans mes gènes puisque très tôt, je développe une passion pour l'Olympique Lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit encore aujourd'hui à tel point que maintenant, j'aime tous les sports. Et ce que je préfère, c'est encourager les athlètes tricolores. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques et l'athlète de la semaine enchaîne les entraînements de natation, de vélo et de course à pied. J'ai l'honneur de recevoir Anouk Kurzia, membre de l'équipe de France de paratriathlon. Elle raconte ses Jeux de Tokyo, des jeux très particuliers, sans public et sans sa famille. Une compétition qui lui a fait vivre un mélange d'émotions entre la joie des jeux, l'incompréhension et la honte de son résultat. Aussi, Anouk est déficiente visuelle, donc elle passe sa vie entourée par ses proches, son chien guide ou simplement sa guide en paratriathlon. On parle donc d'indépendance, de l'attachement qu'elle a aussi pour Guinness et Papaye, ses chiens guides, et de sport de haut niveau quand la vue est obstruée. Je remercie mon amie Estelle du podcast Futur Chien Guide de nous avoir mis en relation. Je te souhaite une très bonne écoute et ensemble, vibrons plus fort. Avec mon invité du jour, on ne se connaît pas vraiment et pourtant j'ai beaucoup entendu parler d'elle et de son chien, Papaye. Elle fait partie de ces athlètes qui ne font pas tant de bruit et qui arrivent sans crier gare, qui réussissent dans leur discipline. Alors aujourd'hui, on va parler d'elle évidemment, de son histoire et des partenaires de sa vie qui ont toutes et tous un impact dans son parcours. Je suis très heureuse de la recevoir dans Tribune et Podium. Bonjour Anouk. Bonjour. Pour te présenter aux auditeurs et auditrices de Tribune et Podium, je vais te demander de le faire en une phrase pour nous parler de ton sport. Donc bonjour à tous, je m'appelle Anouk Kurzia, j'ai 32 ans et je pratique le paratriathlon depuis 2014. Et est-ce que en une phrase, tu peux nous dire qui tu es en dehors du triathlon ? Et en dehors du triathlon, c'est vrai que j'ai une deuxième casquette et je suis aussi masseur kinésithérapeute. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as commencé le sport quand tu étais jeune ? C'est vrai que le sport, il a toujours fait partie de ma vie. Je suis issue d'une famille qui habite plutôt proche de la montagne. Et le ski, c'est vrai que ça baigne dans la région. Et du coup, le ski a été vraiment assez rapidement mis à mes pieds quand j'avais à peu près 5 ans. Est-ce que tu te rappelles de ce premier entraînement de ski ? Qu'est-ce que tu as ressenti, cette glissade sur la neige Alors, j'avoue que je ne me rappelle pas vraiment du premier, mais j'ai vraiment un souvenir quand j'étais petite où du coup j'étais entre les jambes de mes parents et du coup c'est eux qui m'orientaient pour que je puisse skier. Et c'est vrai que c'était un sacré sentiment de liberté, mais en même temps sécurisé avec des personnes qui me connaissent très bien. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit dans ta présentation, il me semble, c'est que tu es déficient visuel. Oui, c'est vrai. C'est très bien que tu ne te présentes pas comme ça, mais malgré tout, quand on fait du ski, j'imagine que les sentiments et les ressentis dans le corps doivent être potentiellement différents que nous quand on le pratique et qu'on voit la piste. Toi, comment tu faisais pour ressentir le pourcentage de pente, ce genre de choses ? Est-ce que tu te rendais compte du danger parfois ou pas ? Alors tant que j'étais vraiment petite ou vraiment j'étais entre les jambes, du coup non, on me parlait pas forcément de tout ça. Après quand j'ai commencé à grandir et que j'étais plutôt autonome sur mes skis, détachée de la personne qui me guidait, on avait plus pour habitude de faire un peu des haltes sur la piste et pour qu'on me décrive la suite, pour que je puisse appréhender ma manière de skier de manière convenable par rapport au relief. Et tu dis que très vite, tu as été mise sur des skis. Le sport, c'était quelque chose d'important dans ta famille ? Oui, c'est vrai que j'ai 2 grands frères qui voient très bien et c'est vrai qu'ils ont toujours fait un peu du sport périscolaire. Ils faisaient du foot et ils passaient beaucoup de temps au ski. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup entendu parler de sport chez moi. J'ai pas envie de dire que ton handicap est devenu invisible, mais
Du coup, c'était logique de te faire du sport, peu importe la manière dont t'en pratiquais. Bah oui, c'est vrai que mes parents, ils m'ont toujours élevé comme mes deux grands frères, et mes deux grands frères m'ont toujours aussi considéré comme si j'y voyais. Donc, on va dire que oui, la question s'est pas forcément posée. Et puis moi, dans ce contexte, j'avais pas forcément envie de faire différemment du reste de ma famille. Donc, j'avais aussi à cœur de partager ça avec eux. Quand t'es petite, que tu commences à pratiquer, que tu vois aussi tes frères qui font du sport et tout, est-ce que tu te dis que c'est possible de rêver plus grand et de faire du sport de haut niveau? Alors franchement, à ce moment-là, pas du tout. Je regarde un peu les jeux comme mes frères à la télé. Je regarde un peu le sport, mais j'avoue que je suis pas forcément plus attirée que ça. Moi, j'étais surtout très scolaire. J'avais envie de réussir mes études, et j'ai surtout focalisé mon envie de me surpasser d'abord dans mes études. Quand est-ce que vient du coup la pratique du triathlon? Parce que tu nous as parlé du ski, mais dans ta présentation, tu nous dis aussi que ça fait que 10 ans finalement que tu fais du paratriathlon. Oui, c'est vrai que le paratriathlon est arrivé, alors, on peut dire, quand on est jeune, plutôt un peu tard dans ma vie, même si c'est quand même pas si vieux. J'avais à peu près 21 ans quand j'ai commencé. C'est vrai que c'est un peu un hasard. On va dire qu'à ce moment-là, j'avais fini mes études pour mon diplôme de kiné, et j'étais un peu dans une période un peu de latence où j'avais pas forcément beaucoup confiance en moi, et j'étais pas très sereine d'aller trouver le travail, et du coup j'étais un peu dans le flou. Et en fait, on est venu à moi parce que en fait c'est quelqu'un qui cherchait un athlète pour faire découvrir le triathlon. C'est là où j'ai eu un peu un déséquilibre qui m'a dit bah allez, mets-toi un nouveau défi après les études. Tu vas te surpasser dans autre chose. C'est un guide qui cherchait un athlète ou c'était quoi? Ah oui, c'est carrément un guide qui cherchait un athlète. En fait, c'est un pompier lyonnais qui a découvert en fait le biathlon dans une station de ski, et en fait, il s'est dit ouais, mais en fait, c'est trop chouette comme expérience de faire découvrir son discipline à quelqu'un qui n'y voit pas, de pouvoir lui faire pratiquer alors qu'il n'y voit pas. Je trouve ça chouette, et moi, du coup, je veux faire découvrir mon sport, le triathlon, à un déficient visuel. Et du coup, de fil en aiguille, en cherchant un peu dans le réseau, il est tombé sur un de mes amis qui lui a parlé de moi en lui disant que bah voilà, j'avais une condition physique, que j'avais touché un peu à pas mal de sports dans ma vie, mais que j'avais vraiment aucune expérience de aucun des 3 sports du triathlon, mais que curieuse que je suis, ça pouvait matcher. Et toi, tu dis oui tout de suite? Et moi, sur le coup, on me présente les choses et je dis, mais en fait, c'est quoi le triathlon? Ah oui, tu savais pas même du tout. pas le Ok. sport. Wow. Donc en fait, j'ai découvert de zéro, et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas essayer. En plus, voilà, c'est sûr que moi, je suis très opportuniste quand on me propose quelque chose. Enfin voilà, des fois c'est tellement rare d'avoir des opportunités que quand j'en ai, souvent je les saisis à bras le corps. Est-ce que, parce que le triathlon, donc c'est un mélange de natation, de cyclisme et de course à pied, est-ce que dans ces 3 disciplines, il y en avait une qui t'effrayait particulièrement? À vrai dire, je partais vraiment tellement de zéro que j'avais aucun a priori sur rien. Juste, j'étais plus à l'aise en course à pied. Après, la natation, j'ai tout de suite compris que ouais, ça allait être un peu ma bête noire. Parce que une de mes premières séances, je faisais des grosses siestes. Après, je mettais du temps à m'en remettre alors que j'avais pas fait tant de distance que ça. Donc, je me suis dit que ce serait vraiment le sport le plus compliqué à apprivoiser. C'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Est-ce que, il y a 10 ans, quand cet homme vient te chercher pour tester le paratriathlon, tu dis que tu as été opportuniste, tu profites de la situation et de cette proposition. À quel moment dans ta tête il y a ce basculement de je profite de l'opportunité à je deviens athlète de haut niveau? Le cheminement, il était un peu long, hein, parce qu'au début, après moi, je suis très exigeante. Je voulais pas me dire que je pourrais aller jusqu'au très haut niveau parce que je débutais tout juste. Et au début, j'ai eu différents guides, voilà. Puis en fait, moi, je vais jamais me mettre un défi si je suis pas sûre d'avoir quelques billes déjà en place, parce que je sais que je suis capable d'encaisser des choses très dures si j'ai pas les bonnes conditions, même si j'ai pas les bonnes conditions. Donc je préfère des fois un peu rassurer mes arrières, et ça a pris un peu de temps de mettre tout ça en place en termes d'entraînement, de conditions d'entraînement adéquates, de guides pour avoir le niveau, qui avait du temps et tout ça. Donc c'était un peu long. Et au final, c'est un peu quand la fédération a cru plus en moi à l'approche des Jeux de Tokyo, et qu'elle s'est mise à me chercher elle-même des guides performants. C'est vrai que moi, arrivant de nulle part, c'est pas simple de trouver un guide performant, de se vendre, c'est pas évident. Et quand c'est la fédération qui elle-même va demander à des guides, c'est beaucoup plus crédible. Et moi, du coup, ça m'a permis de me dire ok, on me fait confiance.
bah peut-être que je peux arriver à aller à Tokyo du coup. Ouais. Et c'est quoi les qualités requises d'un bon guide pour toi, Anouk Kurzia? Parce que j'imagine que c'est différent en fonction des personnalités et des athlètes. Pour moi, un bon guide, c'est dur hein, parce que j'adore vraiment les relations fortes avec les personnes. Alors, des fois, ça peut faire un peu des méandres parce que voilà, c'est dur toujours d'avoir une relation forte, lisse, on va dire. Mais c'est vrai que moi, je recherche beaucoup une vraie complicité avec mes guides qui me connaissent vraiment. Je cherche vraiment en fait que ce soit un prolongement de mon esprit quand je vais faire ma course, qu'il n'y ait aucun accrochage, on va dire en termes de fluidité dans l'effort, que mon guide sache vraiment parfaitement de quoi j'ai besoin et moi je pense que ça passe vraiment par le fait d'être un peu fusionnel, hein, voilà, de vraiment bien se connaître sur le quotidien et puis de pouvoir passer aussi du temps ensemble et vivre des moments sympas en dehors aussi un peu de l'entraînement, un peu comme une sœur, quoi. Vraiment une personne qui ferait presque partie de ma famille, quoi. Est-ce que, ça c'est vraiment quelque chose que je ne connais pas au niveau du paratriathlon, est-ce que dans ta catégorie, tu es obligé d'être accompagné par une guide femme ou tu peux avoir un guide homme? Non, alors en fait en triathlon, on est obligé d'avoir un guide du même sexe que l'athlète à cause du vélo en termes d'équilibre, en termes de puissance, qu'il n'y ait pas trop d'écart démentiel entre l'athlète et le guide. On est obligé d'avoir un guide du même sexe que l'athlète. Ok, donc c'était une bonne question. Voilà. Du coup, on est le 28 août 2021 et on est à Tokyo. C'est le départ de la course de paratriathlon des Jeux de Tokyo. Du coup, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de plutôt sensible et je me fais vite envahir en fait par les émotions très fortes, qu'elles soient négatives ou positives. J'ai essayé, enfin, je me préserve un peu de tout ça en me disant que voilà, en fait, c'est les Jeux, c'est la course pourquoi je m'entraîne, mais en fait, je vais la vivre comme une course plutôt championnat du monde pour ne pas me mettre dans une euphorie qui va peut-être me faire perdre mes moyens. Alors c'est vrai que pour les Jeux de Tokyo, on nous a pas forcément laissé le choix. La fédération en fait, elle était pas très loin en termes de jours de notre course. Et du coup, le choix fédéral a été personne n'aille à cette cérémonie d'ouverture. Voilà, du coup, on est resté au village. On a regardé les autres y aller, mais nous, on l'a vécu depuis le village. Quel sentiment t'as de vivre des Jeux paralympiques avec personne d'autre que la fédération et ta guide? C'est vrai que c'est un peu tristoun, hein, de se dire qu'on va être tout seul, que toutes les personnes qui nous ont entourés jusque-là vont pas être là avec nous pour nous soutenir et nous encourager. Mais bon, je savais que les écrans allaient être bien allumés en France et j'ai pensé à ça et de me dire que voilà, ils allaient tous quand même être là par la pensée. Et je savais qu'une fête se profilait chez moi et que ça allait être la fête. Donc je me suis dit, les Jeux vont pas être vécus autour de moi, mais ils seront quand même pas loin. Alors du coup, on se réveille ce 28 août 2021. Est-ce que tu es stressée? Enfin, dans quel état tu es à ton réveil? Je suis un peu stressée, mais voilà, je me dis que, enfin, rien n'est joué dans le triathlon. Voilà, c'est sûr que j'ai vraiment le statut d'outsider, de 4e ou de 5e. Au vu des dernières courses qui se sont réalisées, donc je me dis le podium, ouais c'est peut-être envisageable, mais franchement j'y mettais pas un grand espoir parce que voilà des filles meilleures que moi, j'imaginais qu'elles pourraient être toutes devant. Donc voilà, je suis un peu stressée, mais en même temps je me dis advienne que pourra, on verra bien. Le triathlon aux Jeux Olympiques, ça commence très tôt le matin. Le triathlon aux Jeux Paralympiques, ça commence très tôt pour certaines catégories, mais ça part un peu tout au long de la matinée. Est-ce que tu te rappelles, toi, à quelle heure démarre ta course? Oui, départ 8h30, mais on s'était déjà levé à peu près 3h du matin et j'étais déjà sur site à 5h. Voilà, donc c'est quand même très tôt. Et j'ai déjà vu un premier départ avant le mien. Peut-être même des arrivées, non? Oui aussi. C'est vrai que les jours avant, en fait, on était déjà dans un rythme effréné parce que c'est vrai qu'à Tokyo, il faisait très chaud et en fait, ils ont pour habitude de faire tout très tôt là-bas pour moins subir la chaleur. Et du coup, on avait déjà fait les repérages à 6h30 du matin, 7h. Les jours d'avant, on s'était déjà déplacé plusieurs fois sur le site de course.
On s'était déjà levé plusieurs fois à 4 heures du matin aussi pour pouvoir faire tout ça. Donc on va dire que le jour de la course, c'était qu'un recommencement des jours d'avant. Du coup, on était plutôt habitués déjà à ce rythme. Donc t'arrives au bord je peux pas dire du bassin parce que c'est pas un bassin, mais en tout cas au bord de l'eau pour te jeter dans la partie natation de ta course avec une petite idée de c'est possible de faire une médaille et en même temps je suis pas favorite quoi. Oui, c'est ça. Mais en plus, un petit détail qui est important pour moi, c'est que c'est vrai que je suis assez sensible à la musique. J'ai beaucoup fait de musique depuis que je suis petite. Et dans ma dynamique de me dire, bah voilà, tu vis la course comme un championnat du monde et non pas comme les jeux. Et ben en fait, j'ai eu un petit détail qui m'a renforcé ça. C'est que au départ, il y avait une batucada qui était installée, qui faisait de la musique. Et en fait, pour moi, c'est la course populaire, c'est la course j'ai envie de dire régionale, où on se prend pas la tête, où tout le monde est dans la fête et il y a pas de stress. Donc je me dis ok, en fait c'est une course comme une autre. Il y a même une batucada, comme quand tu fais tes courses régionales. Allez hop, tu vas te lancer là et puis on verra ce que ça donne. Le triathlon, du coup, c'est 750 mètres de natation. Après, en paratriathlon, du coup, on n'est pas beaucoup à prendre le départ, surtout dans la sous-catégorie des non-voyants. Et après, il y a les malvoyants qui sont partis après. On n'est pas beaucoup à prendre le départ, mais c'est vrai que rapidement, en fait, sans m'en apercevoir, je me mets, en fait, à ce moment-là seulement dans une espèce de bulle que moi-même, même après coup, j'ai du mal à analyser comment j'ai réussi à me mettre là-dedans sans l'avoir vraiment travaillé. Et puis, je me mets à compter mes coups de bras sans me poser d'autres questions. Alors que normalement, je suis la reine de me poser 10 milliards de questions, même quand je suis en train de me faire ma course. Mais alors là, j'étais juste focus sur ma gestuelle et compter mes coups de bras jusqu'au bout du parcours natation et de me dire, bah voilà, ok, tu t'es pas posé de questions et fonce jusqu'à la fin. Et donc pour que nous, on puisse avoir l'image en tête, vu que tu as une guide à ce moment-là, vous êtes accroché par un lien au niveau de la main, il me semble. En natation, on est attaché à la cuisse. On a chacune quelque chose autour de la cuisse qui est relié par une corde. Et on nage quasiment côte à côte. Enfin, ma guide légèrement devant pour montrer la trajectoire. Mais c'est vrai qu'on fait ce parcours autour de bouées, vraiment très proches l'une de l'autre. Le vélo, je me rappelle plus la distance exacte, mais on va dire que le format, normalement, c'est 20 km. Après, voilà, sur les courses, en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, ça peut être 19 ou 19,5 ou 19,8. Et voilà, globalement, c'est 20 km. Et le vélo se passe plutôt bien. J'ai plutôt de l'énergie dans les jambes. Après, voilà, la communication avec ma guide est pas forcément évidente. Donc sur certains virages, on va dire que je subis un petit peu le pédalage. Parce que sur le vélo, du coup, c'est elle qui est devant et toi qui es derrière. Ouais, c'est ça, sur le tandem. Et on pédale ensemble. Voilà, mais il y a quand même des virages, des montées, des descentes à faire. Et voilà, c'est vrai que notre communication n'était pas très fluide sur le vélo avec cette guide-là. C'est lié à quoi, tu sais? C'est vrai que on n'était pas très raccord sur comment on fonctionne sur le vélo. On n'avait pas forcément la même approche du vélo et on n'abordait pas le vélo de la même manière. Donc voilà, on n'était pas tout à fait raccord sur la manière de communiquer sur le vélo. Donc c'est pour ça que c'était pas forcément toujours évident. Alors à cette époque-là, j'avais beaucoup du mal à gérer mes émotions en fonction de la place à laquelle j'étais. Et en fait, la décision qui avait été prise, c'est qu'en fait, ma guide et la fédération ne me disaient pas ma place pour ne pas influer ma performance et que moi je puisse faire ma course du mieux que je puisse. Ok. Donc du coup, je savais pas où j'en étais. Dans le noir complet. Exactement, dans tous les sens du terme. Exactement. Ouais, déjà, je pose le vélo. Sur le vélo, on avait un peu d'air. Sachant qu'il faisait quand même 30 degrés, très humide, je me suis dit, ouais, c'est cool, il y a de l'air et tout. J'espère qu'à pied, ça va aller. Là, je pose le vélo, je me prends une masse sur la tête de chaleur. Et je me dis, ouais, mais comment je vais repartir? Je suis dans un four là, mais il va falloir que je cours encore 5 km, ça va être dur. Bah, il faut y aller, hein. Maintenant qu'on est là, il faut y aller. Donc, c'est vrai que je pars en me disant, waouh, ça va être un peu tendu. Bah, c'est vrai que les premiers mètres ont été un peu durs, oui, parce qu'il a fallu se mettre dans une petite bulle aussi pour garder le rythme et ne pas faiblir avec la chaleur et aussi profiter un peu de l'eau qu'on nous donnait sur les ravitaillements pour se rafraîchir un peu. Je savais que potentiellement, je savais pas trop ma place, mais je savais que devant il y avait une fille qui était souvent devant moi à vélo largement, mais qui courait pas très vite et je savais que je pouvais la rattraper. Et en plus à la transition, il y a le coach qui me dit Anouk, il y a la Canadienne, elle a 2,30 devant ou une 30, je sais plus exactement, mais en tout cas quelque chose d'assez important. Mais je savais que cette athlète, je l'avais déjà dépassée avec des temps similaires. Donc je me suis dit, ok, il faut que j'aille chercher la Canadienne. Oui, tu savais pas la place, mais tu savais qu'il y avait quelqu'un d'accessible. C'est ça. Et surtout, alors moi, c'est ce que j'ai vu sur Paris. Je sais pas si sur Tokyo c'était pareil. Les catégories de handicap sur le paratriathlon
il y a des départs très régulièrement, et donc que ce soit sur la partie vélo ou course à pied, tout le monde se mélange un peu, on sait pas trop qui court en même temps, quoi. Oui, exactement. Après, nous, enfin, moi, pas spécialement, mais en tout cas, ma guide et la fédération, tout ça, tout le monde connaît très bien les athlètes et les catégories, donc il n'y a pas trop de doute à avoir. Oui, mais du coup, toi, tu peux peut-être entendre qu'il y a des gens qui courent autour de toi, mais tu ne sais pas dans quelle catégorie ces gens courent. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, j'avais un tout petit repère quand même, c'est que l'athlète canadienne en question, elle avait une guide qui avait une voix vraiment très spécifique et qui criait assez fort. Okay. Donc en fait, c'était un petit repère de savoir quand j'allais la doubler. Bon, c'est bien, il faut faire avec ce qu'on a. Du coup, je la double. Alors, je sais plus exactement le nombre de tours de course à pied qu'il y avait, mais je la double à peu près au deuxième tour. Là, on me dit que l'italienne, elle est plus très loin, elle est qu'à 30 secondes, et éventuellement, on commence à me parler un peu du podium. Mais moi, je sais pas où elle est la poursuivante, en fait. Ok. On me parle juste de devant et on me parle pas de derrière. Ça me redonne forcément un peu d'élan. Après, voilà, que les encouragements des gens autour de moi aussi, ça aide. Et puis ma guide qui me dit, bon, Anouk, faut quand même pas lâcher, il faut y aller. Donc voilà, donc je suis un peu dans l'incertitude de savoir où j'en suis, mais en même temps, je sais que j'ai quand même doublé la canadienne, donc c'est plutôt positif. Après, je sais pas trop si je suis 3, 4, parce que je sais pas trop si l'anglaise est passée. Enfin voilà, ça je sais pas trop. C'est sûr que je le sais qu'à la ligne d'arrivée, mais quelques centaines de mètres avant la ligne d'arrivée, je sens que ça commence à avoir de la tension dans le public, de la tension autour des gens de la fédération qui sont pas comme ils étaient avant. On commence à me dire, ah non, qu'il faut aller chercher le podium, tu vas y aller, quoi. Et sauf que ma guide, elle commence aussi à monter en excitation, et sur le sprint final, là, elle commence vraiment à crier très fort, à me dire d'y aller et à hurler. Et en fait, à ce moment-là, je crois que mon cerveau, il déconnecte de l'espace-temps dans lequel je suis. Il déconnecte complètement de l'environnement qui est autour de moi. Et en fait, la seule chose que j'ai, c'est ma guide qui me hurle dans les oreilles. Je n'entends que ça. Je n'ai même plus conscience de ce que fait mon corps, en fait, à ce moment-là. Des cris et de l'excitation qui a dû être montée au maximum parce qu'elle m'a dit maintenant c'est le sprint, et qu'en fait c'était un peu ma spécialité. Et ben à ce moment-là, je me suis mis en mode automatique complet et je n'ai même pas conscience de ce que j'ai fait. Et là, je passe la ligne, je m'écroule, et en fait ma guide, elle me dit Anouk, on fait 3. Et là, je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis complètement abasourdie. En même temps, je suis épuisée. Donc en même temps, je crie fort, très fort d'épuisement, et en même temps de joie, mais sans comprendre ce qui m'arrive. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve, d'être presque dans mon lit et de crier, et que je vais me réveiller et qu'en fait ce sera pas ça, quoi, la réalité. Mais en fait, non, c'était vraiment la réalité. Et à ce moment-là, je me rappelle, enfin, j'ai plus conscience que je suis à Tokyo sur la course des Jeux. Enfin voilà, je déconnecte complètement de la réalité, quoi. Pendant quelques secondes, hein, ça dure pas non plus énormément de temps. Mais voilà, à ce moment-là, je déconnecte qu'il y a plusieurs millions ou peut-être 1 milliard de personnes qui sont en train de me regarder, quoi. J'avais qu'une envie de savoir, et surtout qu'en plus, ma guide, elle me dit, on fait 3, et derrière, à 2 secondes, il y a l'anglaise. Et là, en fait, je réalise la tension, pourquoi il y avait autant de tension autour de ma course, pourquoi. Parce qu'en fait, on m'a tout expliqué après. Mais c'est qu'en fait, l'anglaise, elle est revenue très, 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 très fort derrière moi. Et tout le monde s'est dit que ça allait se jouer à vraiment rien. À la photo finish. Voilà, presque ça. Voilà, tout le monde voulait croire que je pouvais aller la chercher, cette médaille, même si j'étais pas attendue. Je l'ai compris après. Mais sur le coup, je me suis dit, mais comment ça, à 2 secondes? Mais comment l'anglaise est derrière moi? Mais qu'est-ce qu'elle a eu? En fait, moi, c'est un peu ma manière de penser qui n'est pas la bonne manière. C'est qu'à chaque fois, au lieu de me dire, moi, j'ai fait un super truc, je vais me dire, mais qu'est-ce que l'autre a fait de mal pour faire que je sois devant? Bah, t'étais meilleure ce jour-là. C'est ça la réponse. Oui, voilà. Après, c'est ça. Après, voilà, c'est sûr que moi, c'est pas forcément toujours facile pour moi de me dire, j'ai été meilleure ce jour-là. J'ai toujours tendance à valoriser les autres et de me dire, bah oui, d'habitude, c'est toujours elle, et là, c'est moi. C'est ma manière de penser un peu négative, que je me dis, bah en fait, j'ai presque le sentiment de lui avoir volé sa médaille, parce que voilà, enfin, c'est sûr que c'est une course d'un jour, mais en fait, sur le papier, on continue comme le contrôle continu, quoi, un peu comme le bac et le contrôle continu. On sent la bonne élève. Mais là, t'en parles aujourd'hui en disant ça, mais aujourd'hui, ta médaille, moi je la vois, hein, je l'ai sous les yeux. Hein. Tu te dis pas, je l'ai volée à quelqu'un? Ah non, je suis pas très à l'aise avec ce sujet, ouais. Disons que j'ai même encore maintenant l'impression de pas l'avoir mérité. Enfin, en tout cas, j'avais pas l'impression d'avoir fourni, de pas avoir eu la possibilité de m'entraîner et d'être au maximum
de ce que mon corps pouvait me permettre au moment où j'ai fait cette course. Enfin voilà, c'est moi qui suis très perfectionniste aussi. Et pour moi, la médaille, c'est le reflet d'un travail acharné, de sacrifices et tout ça. Et pour autant, j'en ai quand même fait plein des sacrifices et ça n'a pas été simple. J'ai pas pu avoir la préparation comme j'aurais aimé avoir. Du coup, alors que je me dis que je pense que ma concurrente avait fait une super préparation et que peut-être du coup elle méritait peut-être plus que moi. Mais en fait, ça reste quand même ma médaille et je suis quand même fière de l'avoir. Mais voilà, c'est sûr que je me dis pas en pleine confiance en moi, je l'ai mérité, je la méritais plus qu'elle ce jour-là. En fait, ça se serait joué à 20 secondes. T'aurais pas ce débat-là dans ta tête? Peut-être. C'est sûr que plus l'écart se resserre et plus ça se joue tellement à pas grand-chose que moi je suis tranquille de me dire ouais ben en fait à 2 secondes près ça c'est rien quoi. Ouais, mais elles sont en ta faveur. Oui, c'est sûr. Il y avait que 4 catégories qui concouraient le jour où j'ai fait ma course. Ça a été plutôt très rapide, voire même presque trop. À peine eu le temps de réaliser qu'il faut se changer, se mettre en tenue podium. En même temps, j'avais été appelée pour le dopage. Enfin, non, j'avoue qu'à ce jour-là, c'était très intense dans tout. Le dopage, c'est quelque chose que t'avais déjà été testé? Oui, c'est donc quelque chose pas une surprise. Non, c'était pas une surprise, mais c'était une chose à faire en plus. La chose un peu, dire entre guillemets, désagréable dans tout le positif de la journée, c'était la chose qu'il fallait aussi que je fasse dans le protocole, quoi. Comment se passe le podium pour toi quand tu arrives enfin après cette partie changement de vêtements, de dopage, etc. Comment tu vis ce podium? C'est vrai que je me dis que je suis sur le podium des Jeux avec la musique des Jeux, mais en fait en même temps à ce moment-là, j'ai pas encore réalisé, je pense. Je suis sur le podium, je sais que c'est ma médaille, que j'ai fait une course de folie, que à 2 secondes j'ai eu une médaille. Mais j'ai encore du mal à réaliser qu'à 2 secondes près, c'était pas la mienne, que j'allais pas à la base pour vraiment avoir cette médaille et que je l'ai eu un peu sur un malentendu. Voilà, je suis pas encore dans vraiment la réalisation de ce qui m'arrive. Est-ce que tu as fini par réaliser? Parce que moi, quand je t'entends me dire encore aujourd'hui, je l'ai eu sur un malentendu, je me dis, est-ce que tu as réalisé en fait? Oui, non, mais c'est sûr que j'ai réalisé que cette médaille, elle restera à jamais gravée dans ma carrière, c'est sûr. C'est un symbole énorme de ce que j'ai pu faire. C'est énorme aussi pour les gens qui sont autour de moi. Donc je suis quand même fière de l'avoir cette médaille. Hein. Et avant de rentrer de Tokyo, vu que c'était des jeux très fermés, puisqu'il n'y avait pas de public et que du coup vous étiez que entre vous dans la délégation. Une fois les épreuves de paratriathlon terminées, est-ce que vous, les paratriathlètes, vous fêtez les résultats de la délégation? Est-ce qu'à un moment donné, vous célébrez cette médaille? Alors en fait, on n'a pas forcément vraiment pu fêter sur Tokyo parce qu'en fait, les contraintes sanitaires étaient assez drastiques. On a fini, moi j'ai fait ma course le samedi. Il y en a du paratriathlon qui ont fait leur course le dimanche. Et en fait, le mardi matin, on était dans l'avion. Ah donc, oui, en fait, tu n'es même pas resté jusqu'à la fin, quoi. Non. La première partie d'athlètes qui avaient fait leur course entre le 28 et le 31, on a dû quitter Tokyo le 1er et ensuite il y a eu un deuxième départ avec tous les autres athlètes qui n'avaient pas fini ou qui avaient leurs épreuves jusqu'à la fin. C'est sûr que j'aurais bien aimé pouvoir faire au moins la cérémonie de clôture parce qu'on n'avait pas pu faire celle d'ouverture. Mais bon, après, on s'était préparé, on savait que ça serait comme ça et que c'était la seule possibilité qu'on ait de faire les Jeux. Donc, du coup, on savait qu'à sur Paris, il allait y avoir une célébration pour les athlètes médaillés avec le public français. Donc, on savait quand même qu'il y aurait quelque chose. Sur les Jeux de Tokyo, il y a eu un événement sur le Trocadéro et puis de communion aussi avec le public et les athlètes. Moi, je me suis raccrochée, non, mais on va dire que ça m'a permis aussi un peu de réaliser ce que j'avais fait quand j'ai vu la foule de gens qui étaient venus nous voir et de me dire waouh, mais en fait, on était loin d'eux, mais ils étaient quand même avec nous, ils nous ont suivis de loin. Ça, c'est sûr que ça fait chaud au cœur de se dire qu'on a créé du plaisir et de la joie à tous ceux qui sont venus nous voir, un peu ma famille qui a fait le déplacement, des amis qui étaient sur Paris aussi qui sont venus nous voir au Trocadéro et sentir que les gens sont fiers de nous, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. On a beau dire ce qu'on veut, et c'est vrai que les médailles, c'est vraiment ce qui est reconnu par tout le monde. C'est vrai que les Jeux, c'est l'événement que tout le monde connaît. J'ai envie de dire, peut-être la première fois, c'était la première fois où une de mes courses était médiatisée et retransmise. Et du coup, une des courses où tout le monde a pu voir qu'est-ce que je faisais,
qu'est-ce que c'était mon quotidien dans mes compétitions. Et c'est vrai que pour moi, comme le partage est hyper important dans ma pratique, en fait, de pouvoir faire vibrer les autres, de transmettre des émotions positives, que ce soit par ma course ou voilà, toute la folie qu'il y a eu chez moi, la fête qu'il y a eu, tout ça, pour moi, c'est hyper important. C'est vrai que c'est un peu ce que j'aime dans la campagne, par rapport à la ville, c'est que, voilà, quand on a grandi dans un village, pas très grand qu'il est, en fait, la famille est connue. Moi, je suis connue parce que j'ai aussi passé un peu de temps à l'école là-bas. Et en fait, on arrive en terre connue. Et c'est sûr que de savoir que tous les gens du village sont là pour nous accueillir, nous acclamer, nous demander des autographes, nous dire. Moi, ce que j'adore aussi, c'est quand les personnes me racontent où elles étaient et qu'est-ce qu'elles faisaient quand elles ont regardé ma course. Moi, ça j'adore. Et du coup, de me dire comment les émotions qu'ils ont vécues et tout ça, moi, je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, oui, j'avais une petite fête qui m'avait été organisée avec tout le public du village. Et c'est vrai que je trouve ça que c'est une ferveur qu'on trouve qu'à la campagne, dans le partage comme ça, intime. Dans les grandes villes, c'est plus impersonnel et plus anonyme. Et je trouve ça beaucoup moins sympathique, du coup. Je comprends. Non, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu m'as dit que ta préparation pour les Jeux de Tokyo avait été compliquée, notamment du fait qu'avec ton chien, tu as eu des mauvaises nouvelles avec ton chien guide. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Parce que, en fait, toi, tu n'es jamais seule, tu as toujours ton chien avec toi. Et donc, quand quelque chose lui arrive, ça t'impacte directement. Bah oui, c'est sûr que ma chienne qui est tombée gravement malade 6 mois avant les Jeux, c'était pas forcément une chose que j'avais prévue. C'est des genres de choses quoi son prénom? On prévoit jamais. Elle s'appelait Guinness, une petite labrador noire bien sympathique. Et voilà, c'est sûr que l'annonce de sa maladie, ça a mis un peu un coup de mou dans ma préparation. Voilà, pendant 2-3 semaines, j'étais plus trop capable de m'entraîner. À 6 mois des Jeux, c'était un peu embêtant, mais bon, voilà, c'est les aléas dans le sport. On sait que c'est jamais linéaire, une préparation d'athlète. Donc c'est sûr que ça m'a pas aidé. Après, j'ai été bien soutenue par l'école et par ma famille pour m'aider à gérer ses soins. Et puis en même temps, on m'avait quand même dit qu'il fallait qu'elle continue de me guider parce que si elle en ressentait l'envie, si je voyais qu'elle avait envie de venir me guider, il fallait qu'elle vienne et que pour elle, c'était sa manière d'être avec moi et du coup, je la faisais quand même un petit peu travailler, mais de manière modérée. Et au final, à un moment donné où j'ai dû partir sur un petit stage auprès de mon entraîneur, ma chienne a vraiment montré des grands signes de faiblesse à ce moment-là. Et je me suis dit, OK, c'est vraiment le moment où il faut qu'elle aille à la retraite. Donc du coup, je l'ai confiée à mes parents. C'était convenu que c'était eux qui allaient l'adopter. Et c'est vrai que ma première semaine de stage sans ma chienne, loin de moi, loin de ma famille, enfin on va dire dans le lieu de stage pour m'entraîner, c'était vraiment pas simple. Guinness, elle s'en est allée l'année d'après, 1 an après, donc elle a vécu les Jeux et la fête avec mes parents et ma famille. Elle était derrière la télé. Voilà, elle était derrière la télé, elle m'a soutenue et elle s'en est allée 6 mois plus tard. C'était prévisible au vu de sa maladie, son cancer. Et malgré les traitements lourds et fatigants qu'on a suspendus à un moment donné, voilà, c'était prévisible. Mais bon, je pense qu'elle a senti aussi qu'il y avait ma nouvelle chienne Papaye qui avait pris le relais. Et voilà, même si Guinness n'était pas une acharnée du guidage et du travail, je pense qu'elle le faisait aussi beaucoup pour moi et me faire plaisir et de savoir que quelqu'un allait pouvoir prendre ce relais. Je pense qu'elle s'est laissée aller. Elle s'est dit maintenant c'est bon. Le job va être fait par une collègue, je peux partir en paix, quoi. Et donc, tu l'as dit, il y a Papaye qui est arrivé dans ta vie après les Jeux, du coup? C'est ça. Et donc, maintenant, elle te guide au quotidien depuis... Depuis 3 ans. 3 ans, ok. Alors, la colère... après, ça se transforme rapidement en autre chose. J'ai envie de dire, la colère, c'est un jour je me présente, je veux aller dans une piscine pour m'entraîner, et puis je me dis tiens, je vais faire quand même les choses bien, je vais quand même les appeler en amont pour qu'on en discute, trouver un lieu où ils vont pouvoir accueillir ma chienne, et comme ça je perds pas de temps quand j'arrive. Ils sont au courant, ils la mettent à l'endroit où on a convenu. On l'installe à l'endroit et après je vais nager tranquille. Et en fait j'appelle et là on me dit ah mais non mais attendez madame. Non mais les chiens ils sont interdits à la piscine. Puis je dis mais c'est un chien guide. Ah mais on sait pas où on peut la mettre. On peut pas vous accueillir. Je dis mais là du coup la colère a monté et je me suis dit j'ai gardé mon calme quand même au téléphone, mais intérieurement elle est montée très fort et je me suis dit mais en fait on est
je sais plus quelle année on était, hein, peut-être 2021. Et je me suis dit, mais en fait, en 2021, dans une grande ville, on est encore capable de me refuser un chien guide alors qu'il a toute sa place à la piscine. Il a juste à trouver un endroit. Mais juste par la méconnaissance des lois et la peur du handicap, en fait, on va me refuser d'aller m'entraîner alors que je suis en train de préparer les Jeux de Tokyo. C'est une colère aussi peut-être qui a été nourrie par de la frustration en fait c'est peut-être pas la première fois que ça t'arrive. Il y a le fait que tu prépares les jeux et qu'en fait c'est pas normal que encore aujourd'hui tu sois refusé quoi. Bah oui, c'est un peu ça en fait. Je me dis, en fait on va me faire le chemin difficile jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça que je dis qu'au final je mérite ma médaille, mais pas forcément sur des choses que j'aurais aimé mettre en avant quoi. Ouais. T'as la sensation que encore aujourd'hui t'es obligé de faire de la pédagogie? J'ai l'impression moins, mais quand même toujours un peu, parce qu'on va dire que maintenant j'ai passé le stade où on me dit non, c'est pas possible. Mais par contre, j'arrive et on me dit ah, mais du coup, on peut la mettre où? En fait, on ne sait pas où la mettre. Et c'est à moi, en fait, de leur dire bah écoutez, il faudrait qu'elle soit dans un endroit calme. Vous n'avez pas une salle de repos ou une salle qui est pas utilisée. Enfin voilà, ils me disent on peut la mettre là, mais en fait, l'endroit qu'ils me proposent, c'est à l'endroit où potentiellement tout le monde peut passer. Et je leur dis mais en fait non. Mon chien, il peut pas être caressé par tout le monde et le principe, c'est qu'il soit pas visible du public. C'est pas une bête de foire qui est là pour faire l'animation de la piscine. C'est mon chien de travail. C'est comme si on laissait l'ordinateur à disposition de n'importe qui à côté du comptoir de la caisse, quoi. Ouais. C'est pas normal, c'est pas possible. La joie, c'est vrai que non, mais la joie, c'est quand même souvent. Après, c'est vrai que moi, je la camoufle souvent, je pense trop, parce que je suis jamais assez à la hauteur de ce que je veux. Donc, des fois, je pense que je passe un peu à côté de la joie. Non, mais après, c'est vrai que de partager ces courses avec ma guide et d'arriver à l'arrivée, et qu'en fait, on est toutes les deux contentes d'avoir fait du mieux qu'on a pu et qu'elle est contente que j'ai fait une superbe course et que moi, je me dis, bah voilà, on a tout donné toutes les deux et qu'on peut se prendre dans les bras et qu'on se dit on l'a fait comme on a pu le faire pour Paris. C'est un peu l'accomplissement du truc où on arrive toutes les deux dans la même émotion positive. Voilà, c'est vrai que pour moi c'est important qu'on arrive raccord aussi sur une course, parce que ouais, comme je dis que je veux que ma guide soit le prolongement de moi-même. Si on n'arrive pas dans la même émotion, bah du coup c'est pas le prolongement de moi-même. Que je sois positive ou négative, hein. Ça peut être à l'inverse, elle qui est positive et moi non. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien pouvoir partager. T'as ressenti de la joie après Paris? Un peu les deux. Mais oui. Parce que tu termines 5e des Jeux de Paris. C'était quel sentiment? Entre les deux. En fait, sur le coup, très contente, parce que j'ai eu l'impression d'avoir vécu vraiment ma course comme je voulais la vivre mentalement. Par contre, après, à la fin, le résultat final, enfin dire la place, bon, celle-ci, elle était peut-être prévisible, mais on va dire le chrono et la posture, on va dire le rendu visuel de ma course ne me plaît pas du tout, enfin de ce qu'on m'en a dit, et du coup là, ça diminue un peu la joie, mais ça n'enlève pas quand même que je suis quand même contente, voilà, d'avoir bien vécu ma course. Et est-ce que cette joie, elle a été multipliée aussi par le public, par l'événement et le fait que c'était l'opposé en termes d'ambiance de Tokyo, quoi. C'est sûr que c'était carrément l'opposé. Alors après, voilà, tout dépend du moment de ma course. On va dire qu'en vélo, j'ai vraiment vécu cette joie du public et je l'ai bien appréhendé et je l'ai vraiment vécu comme de la joie. Après, en course à pied, ça a été plutôt pénalisant pour moi. Donc, j'ai pas forcément pu prendre la ferveur du public à ce moment-là, voire même elle m'a un peu gênée sur ma course à pied. Mais globalement, c'est sûr que même à l'arrivée, c'était fou tout ce public et voilà. Mais après, c'est sûr que moi j'ai aussi quand même, comme je disais, appris un peu à me protéger de cette ferveur un peu trop forte qui peut des fois me faire partir en excitation un peu trop forte. À l'heure où on enregistre, t'es vice-championne d'Europe. C'était à Vichy en septembre, il me semble. Oui, c'est ça. Et tu es donc 5e aux Jeux de Paris. Tu es médaillée de bronze à Tokyo. Est-ce que ta carrière de sportive de haut niveau a encore un avenir dans ton cœur ou est-ce que c'est bientôt terminé?
Alors c'est vrai que voilà, j'ai un beau petit palmarès et ce serait cool de pouvoir faire mieux. Après, je sais pas si j'ai encore l'envie de poursuivre encore à haut niveau comme ça et de remettre en place toute une structure d'entraînement, de poursuivre. Pour le moment, ça reste quand même un sentiment un peu de d'inachevé. J'ai du mal à me dire que c'est fini, mais potentiellement le haut niveau, ça sera peut-être ma dernière saison. Ah ouais, donc tu ne vois même pas jusqu'à Los Angeles. À 4 ans, c'est long, l'entraînement est dur et la concurrence maintenant est très rude et c'est sûr que si maintenant c'est pour faire des places d'honneur, je suis pas sûre d'avoir encore l'énergie de m'entraîner autant et de faire autant de sacrifices pour ne plus avoir de beaux résultats. Oui, tu parles beaucoup de sacrifices que tu as pu faire et qui sont malheureusement obligatoires quand on fait du sport de haut niveau. C'est quoi, toi, les sacrifices que tu as fait dans ta carrière? Moi, les sacrifices que j'ai faits, c'est de pas voir mes amis autant que je l'aurais voulu. C'est des fois des moments pouvoir prendre des vacances quand on a envie et non pas juste que quand le sport nous l'impose. En fait, c'est voilà de dépendre aussi du calendrier sportif. C'est assez rude, voilà, et de se dire on peut pas s'offrir un peu un petit week-end ou complet ou en tout cas même plus qu'un week-end quand on a envie et de devoir concentrer ça l'automne en fait quand il fait moins beau. Bon, même si on profite beaucoup du soleil et tout quand on s'entraîne, mais c'est quand même différent que de pouvoir être vraiment en vacances et de rien faire quand tout le monde peut le faire aussi. Quel rôle y joue ton entourage dans ta carrière? Tu parles de tes amis, de ta famille. Quel rôle ils ont? C'est sûr qu'ils ont une grande place parce que voilà, j'ai besoin d'être aussi aidée au quotidien parce que voilà, toute l'énergie que je mets dans mon entraînement, je peux pas la mettre ailleurs. Et toutes les petites tâches du quotidien, faire les courses, tout ça, ça me prend quand même plus d'énergie que quelqu'un qui y voit. Du coup, perfectionniste comme je suis, en plus sur la toute fin de préparation par exemple de Paris, je voulais plus mettre vraiment d'énergie dans rien, si ce n'est que mon entraînement pour vraiment optimiser au maximum. C'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire plus tôt, mais j'étais peut-être pas prête à sacrifier toutes mes petites tâches que je faisais avant pour faire mettre que dans l'entraînement. Après voilà, pour me redonner un peu d'énergie quand j'en ai plus, me donner un peu de positif quand je broie un peu du noir, voilà et puis aussi me faire relativiser un peu des fois sur certaines situations qui sont pas si dramatiques, mais c'est vrai quand on mange, qu'on dort et qu'on boit sport toute la journée, tout peut facilement prendre de la place. Alors que des fois, de relativiser sur des choses simples, ça aide bien aussi. On a parlé du fait que tu as des guides, que ce soit dans ta vie quotidienne avec tes chiens ou dans le sport avec les différentes personnes qui ont pu te guider dans ta carrière. Comment est-ce que tu arrives à créer une relation de confiance avec ces guides-là dans le paratriathlon pour savoir si ça va être la bonne personne pour toi? J'ai quand même une facilité, c'est qu'en fait, je fais assez facilement confiance, on va dire, sur le plan purement technique sportif à mes guides. C'est vrai que même des fois, c'est même mes guides qui sont pas très à l'aise quand ils arrivent pour me guider, même que ce soit l'entraînement basique. Et en fait, des fois, j'oublie même de leur dire faudra peut-être que oublie pas de me dire les trottoirs et tout ça. Moi, en fait, je vais avec quelqu'un et puis dans ma tête, c'est comme s'ils savaient déjà tout, alors qu'en fait, ils savent pas tout, voire rien. Et du coup, je suis pas dans l'appréhension de me dire oh là là, j'ai peur qu'il va me faire prendre un poteau et tout. Je sais pas, je me dis que les personnes ont pas forcément envie de me faire mal, donc d'elles-mêmes, elles vont être plutôt plus attentives. Donc c'est vrai que je fais plutôt facilement confiance. Après voilà, la confiance, elle se crée aussi en faisant des choses assez simples, des entraînements simples. De la communication pour se comprendre de qu'est-ce que j'ai besoin sur le vélo. La confiance, elle se crée aussi quand on met en place la communication qu'on va se dire pendant la course, où là, je sais qu'en fait, on est d'accord sur tel et tel code et que tel et tel code veulent dire ça. Et de le pratiquer, je me dis, OK, ma guide, il ou elle est capable de me donner le code au bon moment pour que je fasse la bonne action. Et voilà, c'est comme ça que ça se met un petit peu en place. Le triathlon, c'est venu pour toi un peu par hasard. Est-ce que maintenant que tu as vécu le sport de haut niveau, etc., tu te dis, en fait, peut-être qu'il y avait un autre sport qui était fait pour moi? Je sais pas trop. Je sais que j'ai plusieurs sports qui m'attirent. Après, je pense que non, le triathlon. Enfin, c'est sûr que j'ai pas choisi ce sport. En tout cas, on m'a pas. Je l'ai choisi quand même ce sport. On va dire, que je l'ai pas choisi de base. On me l'a proposé et
et j'ai adhéré on tout t'a de pas suite. forcé, on t'a Voilà, pas c'est foutu ça. dans une piscine. Mais c'est sûr que moi, ça me va bien, en fait, un sport varié comme le triathlon, parce que je suis pas quelqu'un qui aime la routine et qui aime faire toujours les mêmes choses. Donc, on va dire que de passer d'un sport à l'autre, ça me plaît bien parce que du coup, quand j'y arrive pas dans un sport, j'ai toujours un autre pour me contenter et du coup, je bois pas du noir que sur une discipline et voilà, je peux retrouver du positif dans une autre. Si tu pouvais changer de vie pour être un autre athlète le temps d'une journée, t'aimerais te mettre dans la peau de qui? Ouais, juste une journée, hein. Ouais, après tu reviens dans tes baskets, hein, t'inquiète. Voir le quotidien de ma concurrente espagnole qui est la championne paralympique, double championne paralympique. Ah, t'aimerais être dans sa peau pour voir ce qu'elle fait mieux que toi, c'est Ouais, ça? c'est ça. Dans sa préparation et tout? Ouais, c'est ça, dans sa manière d'être, de son état d'esprit, tout ça. Elle s'appelle comment? Susana Rodriguez. Très bien. Et ben j'irai chercher qui elle est. Est-ce que toi, tu disais quand tu étais enfant, tu regardais un peu les jeux avec tes frères, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes le sport en pratiquant ça, oui, mais est-ce que tu aimes aussi supporter dans le sport? Ouais, alors moi, c'est vrai que comme je disais, moi, c'est vraiment le contact proche qui me va bien et on va dire que supporter le sport de loin, regarder à la télé et tout, c'est pas trop mon truc. Par contre, vraiment savoir qu'il y a des athlètes en chair et en os pas loin et être dans la foule et être la ferveur du groupe et tout ça, là, j'adore. Acclamer les autres et en fait d'être juste derrière la barrière, changer un peu de statut. Mais voilà, vraiment, j'aime bien supporter, mais il faut que je sois proche de la course, quoi. Et t'aimes supporter les copains triathlètes, mais est-ce que t'aimes aussi, j'en sais rien moi, encourager une équipe X ou Y, d'autres disciplines aussi, ou c'est que dans le triathlon? Bah, c'est vrai que du coup, c'est vraiment que le triathlon que j'ai vraiment vu de très près, du coup, Ouais. de derrière la barrière. Pour le moment, c'est surtout le triathlon. Après, aux Jeux de Paris, on est quand même allé voir d'autres épreuves. Et c'est vrai que dans l'excitation, j'ai vu de la natation. Donc c'est vrai que les athlètes, j'avais un peu moins de sensations à les entendre. Mais comme il y avait quand même un système d'audio-description, Ouais. j'arrivais quand même à bien vivre la course et à imaginer ce qui pouvait se passer. Donc là aussi, j'étais bien dans le fait de bien vivre les choses et de bien supporter les athlètes qui nageaient. Petit point information, je sais que alors depuis l'Euro 2016 qui avait eu lieu en France, l'Euro de football, certains stades sont équipés d'un équipement audio description. Donc il y a des personnes qui sont dans le stade pour décrire tout ce qui se passe sur le terrain et c'est une description bien plus importante que des commentaires de radio. Et je sais qu'avec les Jeux de Paris, donc il y a eu ces équipements qui ont été mis encore plus en place dans d'autres enceintes et on l'a vu avec le CC Foot où des personnes dans le public étaient équipées d'une tablette avec des picots qui permettaient de faire du relief sur le terrain pour savoir où était la balle, etc. Donc voilà, les choses se mettent en place en termes d'audio-description pour pouvoir supporter quand on est dans le public, quoi. C'est ça, et pour moi, c'est vrai que c'est hyper important parce que, va dire, peut-être la plus grosse frustration que je peux avoir éventuellement avec mon handicap, c'est de ne pas pouvoir vivre à égal de ce que les voyants peuvent vivre quand ils sont au cinéma ou quand ils sont en train de regarder du sport ou tout ça. Et moi, c'est vrai que je mets vraiment un point d'honneur à ne pas être en décalage d'émotions dans ce qui se passe et pas entendre. Moi, ce que je supporte le moins, c'est d'entendre des émotions et de pas pouvoir les partager à l'instant T où les autres sont en train de les vivre et qu'après, je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben là, on m'explique. Mais c'est trop tard, en fait, l'émotion maintenant, elle est passée. Ouais. Et juste, moi, j'aime bien vivre les choses en même temps que tout le monde. Et en fait, ce que j'ai adoré avec la description, par exemple, de la natation, c'est qu'en fait, à ce moment-là, j'en avais plus d'infos que ceux qui étaient en train vraiment de regarder la natation. Parce que moi, j'avais l'audio-description et en plus, j'avais, comme vous le dites, c'était plus que l'audio-description. Les audiodescripteurs avaient travaillé leur sujet, ils connaissaient les athlètes et en fait, j'avais plus d'infos que les personnes qui voyaient. Moi, j'avais des informations vraiment sur les palmarès des athlètes, leurs origines, tout ça, alors que les personnes qui voyaient la course, ils voyaient juste la course, les athlètes. Et même à un moment donné, j'ai pu donner plus d'infos. Enfin, j'ai même dit aux personnes autour de moi quelle était la catégorie qui allait nager. Parce qu'au final, c'était des personnes avec des handicaps psychiques. Du coup, un handicap qui se voyait pas. Et les personnes ne savaient même pas qui allait concourir. Et moi, je leur ai dit, vous savez même pas qui c'est? Moi, je sais. C'est la catégorie S14, déficient mental. Ils m'ont dit, ah ouais, mais tu sais tout ça, toi? Je dis, ouais.
Pour une fois, j'ai tout dans mes écouteurs. Je suis avantagée et ça me plaît, quoi, du coup, de pouvoir. Et après, je peux éventuellement, du coup, reparler de ça avec les personnes autour de moi. Parce que du coup, c'est vrai que moi, je trouve ça trop frustrant que les gens puissent parler de films ou de choses autour de moi que moi, je peux pas partager parce que je peux pas les vivre comme eux, quoi. À quel athlète est-ce que tu aimerais que je tende le micro pour réaliser le même exercice que toi dans Tribune et Podium? Moi, je dirais quand même... moi, je pense Léon Marchand, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais, si Léon nous écoute. Voilà, parce que je pense qu'il est quand même stratosphérique dans son approche mentale de pouvoir faire tout ce qu'il fait. Et après, il y en a quand même qui sont impressionnants. Moi, je trouve que si Antoine Dupont, avoir fait du rugby à 15, du rugby à 7... et d'avoir réussi à manager et ramener des médailles aussi aux Jeux de Paris. Alors, il en fait peu d'entraînement finalement avec le rugby à 7. C'est assez fou. Voilà. Et très bien. C'est noté. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour ton temps. Et puis, je ne sais pas quoi te souhaiter pour la suite parce que je sais que c'est un peu indécis dans ta tête pour la suite de ta carrière. Carrément. Mais en tout cas... une belle continuation en tant que kiné et puis dans ta vie, même hors du sport. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!